En 2010, Vito, Lord of the Winds Nicastri, un homme d'affaires italien de premier plan, se détendait dans sa somptueuse demeure sicilienne lorsqu'il entendit frapper violemment à sa porte. C'était la police. Il s'avère que Nicastri avait des liens étroits avec la mafia et qu'il était sur le point de se voir saisir des actifs frauduleux d'une valeur record de 1,3 milliard de dollars. Mais qu'avait-il bien pu faire? Que fait la mafia de nos jours? Eh bien, du trucage de matchs à la vente de faux aliments, il s'avère qu'elle fait beaucoup de choses. Alors, enfilez votre fedora, les malins, car nous allons plonger dans les bas-fonds du monde criminel. Tout d'abord, quand on parle de mafia, on ne fait pas référence à une seule organisation. Il s'agit plutôt d'un terme générique qui désigne plusieurs groupes de gangsters dont les origines remontent au sud de l'Italie. Si de nombreux syndicats du crime organisé à travers le monde sont également appelés mafias, nous ne nous intéressons ici qu'aux véritables OG, c'est-à-dire la mafia américaine, fondée par des immigrants du sud de l'Italie, et la mafia du sud de l'Italie elle-même. À son apogée dans les années 1950, la mafia américaine pouvait tirer les ficelles partout dans le monde. Elle disposait d'un vaste réseau de 26 gangs, ou familles, présents dans de nombreux États américains et corrompant tout ce qu'ils touchaient. À partir des années 60, le gouvernement américain a toutefois redoublé d'efforts pour la détruire. De plus en plus de mafieux importants ont été arrêtés et beaucoup d'entre eux ont choisi de dénoncer leurs complices afin de réduire leur peine de prison. Aujourd'hui, la mafia américaine est donc loin d'avoir l'influence qu'elle avait autrefois. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elle a disparu. En fait, les 5 familles, qui sont les 5 familles mafieuses les plus puissantes de New York, sont très actives. Et de l'autre côté de l'Atlantique, leurs homologues italiens font encore plus de vagues. Mais concentrons-nous d'abord sur les États-Unis. Au fond, la mafia ne se soucie que d'une seule chose, gagner de l'argent. Et elle n'hésite pas à employer les moyens nécessaires pour y parvenir. Autrefois, cela se traduisait par des violences dans les rues, des assassinats publics et des rackets où elle garantissait l'intégrité physique de ses victimes en échange d'une somme d'argent. Le problème avec toutes ces méthodes, c'est qu'elles ne sont pas très subtiles. En réponse, le gouvernement américain a adopté la loi RICO en 1970. Cela signifiait que toute personne prise en flagrant délit de travail pour une organisation criminelle serait punie beaucoup plus sévèrement que les escrocs agissant seuls. Depuis lors, la mafia a largement abandonné les armes au profit des crimes plus difficiles à poursuivre, tels que la fraude, les crimes financiers et le trafic. Et compte tenu du fait que les activités louches rapportent environ 160 milliards de dollars chaque année, je doute qu'elle regrette ce changement de tactique. Cela dit, les crimes financiers ne sont pas nouveaux pour la mafia, qui a simplement dû s'adapter à son époque. Prenons l'exemple des jeux d'argent. La mafia a commencé à investir dans des casinos dès le début des années 1930. Las Vegas a littéralement été construite grâce à l'argent de la mafia. Mais la situation a beaucoup changé depuis, notamment avec l'avènement des jeux d'argent en ligne dans les années 90. Cependant, les jeux d'argent en ligne sont illégaux à New York, où sont basées les 5 familles. Alors qu'ont-elles fait? Elles ont simplement créé des casinos en ligne à l'étranger, dans des pays où c'est légal, comme le Costa Rica. De là, elles peuvent traiter les paris placés depuis New York. Et comme les ordinateurs des mafieux font passer les données par différents serveurs, les forces de l'ordre ont du mal à suivre ces opérations douteuses. Grâce à cela, la mafia gagne beaucoup d'argent. Entre 2010 et 2011, cela a rapporté 1,7 million de dollars à la seule famille criminelle Gambino. Si vous pensiez que la chaîne des méfaits s'arrête là, vous vous trompez lourdement. Le jeu ouvre la porte à une autre source de revenus immoral, le prêt usuraire. Il s'agit d'une personne qui vous prête de l'argent, mais qui attend que vous lui remboursiez beaucoup plus que ce qu'elle vous a prêté. Vous voyez, les joueurs peuvent rapidement accumuler d'énormes dettes si la chance ne leur sourit pas. Et s'ils dépensent tout leur salaire dès qu'ils le touchent, aucune banque ne leur prêtera un centime. Mais vous l'avez deviné, Mr Mafioso, lui, le fera. À une condition, un taux d'intérêt exorbitant de 200%. C'est le stratagème parfait. Rendre les gens accros à vos sites de jeux d'argent, puis lorsqu'ils vous ont donné tout leur argent, les plonger dans des dettes encore plus importantes en leur proposant des prêts abusifs. Je peux toutefois vous garantir un taux d'intérêt imbattable de 100% car je sais que vous serez intéressé par chacune des vidéos incroyables et basées sur des faits que je publie. Alors, cliquez sur j'aime et sur le bouton s'abonner pour ne plus en manquer une seule. C'est fait? Très bien, alors continuons. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, les prêts abusifs. Il y a un problème évident lorsqu'on prête de l'argent à des gens qui vont tout perdre au jeu. Ils ne pourront pas vous rembourser. Mais bien sûr, la mafia le sait, et elle compte bien là-dessus. Vous voyez, si vous avez une dette que vous ne pouvez pas rembourser avec de l'argent, elle vous obligera à la régler d'une autre manière. C'est exactement ainsi que le syndicat secret a commencé à fréquenter les sportifs. Les membres de la mafia sont connus pour traquer les athlètes ayant des problèmes de jeu, leur donner des centaines de milliers de dollars et assouvir leurs vices. Puis, leur proposer un moyen facile de rembourser leurs dettes.
Truquer des matchs. Souvent, cela signifie que les athlètes corrompus jouent délibérément moins bien que ce que les bookmakers attendent, afin de pousser le match vers un résultat improbable sur lequel les mafieux ont misé gros. Et cela dure depuis des années. En effet, Donald Dawson, bookmaker à Chicago et associé de la mafia, a avoué avoir truqué plus de 30 matchs de la NFL dans les années 50 et 60. Mais comment un bookmaker véreux peut-il se rapprocher autant des joueurs? Eh bien, c'est facile quand on est déjà proche des propriétaires des équipes. En 1989, on a découvert que 26 propriétaires d'équipes de la NFL, anciens ou actuels, avaient des liens avec le jeu et le crime organisé. Ces types ne se contentaient pas de fermer les yeux, ils étaient presque certainement impliqués dans le trucage des matchs. Et lorsque les autorités se sont intéressées à leurs activités suspectes, leurs enquêtes ont souvent été étouffées ou classées sans suite, sans aucune explication officielle. Ces horribles propriétaires avaient manifestement beaucoup plus à se reprocher qu'ils ne le laissaient entendre. On pourrait penser que les personnes directement responsables de l'équipe des matchs restaient en dehors de tout cela. Mais non, même les officiels sont sujets à la corruption. Tim Donaghy a pris sa retraite d'arbitre de la NBA en 2007, après que la Ligue ait découvert qu'il était à la solde de la famille Gambino et qu'il modifiait les résultats des matchs. Donaghy est tombé en disgrâce et a révélé que les Gambino avaient menacé de s'en prendre à sa femme et à ses enfants s'il parlait à quiconque de leur accord. Il n'était donc plus qu'une marionnette, contraint de se taire pendant que la mafia exploitait sa position de pouvoir. Et moi qui pensais que les arbitres étaient censés être de bons lanceurs d'alerte, de nos jours, le trucage de matchs est plus rare dans les ligues sportives de haut niveau. Mais les ligues plus petites et moins surveillées restent très exposées à la corruption. Rien qu'en 2021, près de 400 matchs de football européen ont présenté des cotes suspectes, dont près de la moitié dans les ligues les plus basses. Selon certaines rumeurs, ils auraient même commencé à truquer les paris sur les sports électroniques. Vous savez, les jeux vidéo compétitifs comme Call of Duty et Fortnite. Ils ont évidemment rien admis, peut-être pour ne pas être traités de geeks, mais en 2020, les paris suspects sur les e-sports ont augmenté de 150% par rapport à l'année précédente. Bon sang, même si le trucage sportif rapporte plus de 120 millions de dollars par an aux organisations criminelles, ce n'est rien comparé aux 1700 milliards de dollars que l'industrie génère au total chaque année. Donc, dans l'ensemble, la mafia ne gagne pas grand-chose. Pour aggraver encore les choses, plus de la moitié des États américains ont désormais légalisé certaines formes de paris sportifs, ce qui fait perdre à la mafia une partie de son emprise sur le marché des jeux d'argent en ligne. Mais étant donné que les paiements en ligne laissent des traces que la police peut suivre, comment la mafia parvient-elle à opérer en ligne? Eh bien, elle tire parti d'un certain marché financier crypté qui permet d'échanger de l'argent de manière totalement anonyme. Oui, même si le Mafia Coin ne devrait pas faire son apparition de sitôt sur les étagères numériques, les hommes en noir achètent des bitcoins pour blanchir leurs gains et acheter des marchandises illégales à l'échelle internationale sans laisser aucune trace. Les gangs criminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars d'argent sale grâce aux crypto-monnaies en 2021, soit une augmentation considérable de 30% par rapport à l'année précédente. Et dans les profondeurs du dark web, on signale même l'existence d'organisations de tueurs à gages qui règlent vos comptes à l'ancienne pour un peu plus de 10 000 dollars en bitcoin. Je ne m'inquiéterai pas pour autant, certains de ces tueurs à gages en ligne pourraient être légitimes, mais la plupart ne sont probablement que des escrocs cherchant à gagner facilement leur vie, si vous me permettez l'expression. N'oubliez pas que la mafia évite généralement les crimes violents de nos jours. En fait, elle se cache souvent à la vue de tous, en infiltrant des entreprises légitimes et en les corrompant de l'intérieur. Maintenant, retenez votre souffle car cette enquête va devenir encore plus louche. Croyez-le ou non, ces fraudeurs intrépides sont présents dans le secteur des déchets depuis les années 50. En effet, les villes américaines ont cessé de collecter des déchets commerciaux et des contrats privés se sont soudainement libérés. La mafia n'a pas hésité à se salir les mains et a immédiatement décroché un grand nombre de ces contrats, devenant littéralement des éboueurs. Cependant, elle n'aime pas particulièrement partager ses profits avec des concurrents légitimes. Lorsque la société de gestion des déchets Browning Ferris Industries est arrivée sur le marché new-yorkais en 1993, la femme d'un de ses dirigeants a trouvé un cadeau sur sa pelouse. Une tête de chien accompagnée d'une note disant « Bienvenue à New York ». Je ne pense pas que ce soit une blague des enfants du quartier. Plus précisément, certains signes indiquent toutefois que les gangs new-yorkais perdent leur emprise sur les commerces des déchets. 30 membres des familles Gambino, Genovese et Lucchese ont été arrêtés en 2013 et tous étaient liés aux déchets. Mais on ne peut pas en dire autant des familles opérant dans le New Jersey et à Philadelphie, où les autorités affirment que la mafia est toujours très présente dans le secteur des déchets. Le parrain de Philadelphie, Joey Gambi, a occupé un emploi stable pendant 7 ans, entre 2003 et 2010, avec un salaire hebdomadaire de 1000 $ et une assurance maladie gratuite. Que faisait-il exactement? Absolument rien. Il laissait ses sbires faire tout le travail. C'est plutôt minable si vous voulez mon avis.
Lee Gambi ne se livre plus à ce genre d'activité, mais il est presque certain que d'autres ont pris sa place. Ces tactiques déloyales ne se limitent toutefois pas au secteur des déchets. Oh non! La mafia new-yorkaise a également infiltré le secteur de la construction dans les années 80. À la fin de la décennie, les chefs mafieux avaient leur mot à dire dans 75% des projets de construction de la ville. Et quand on sait que ce secteur générait environ 10 milliards de dollars par an, cela représente beaucoup de pouvoir et d'argent. Aujourd'hui, ils n'exercent plus le même niveau de contrôle, mais ils sont loin d'avoir quitté la scène. Des sous-traitants liés à la mafia continuent de construire des projets à Manhattan et ont été fortement impliqués dans la construction de la Freedom Tower, le bâtiment situé sur l'ancien site du World Trade Center. Pas plus tard qu'en 2021, les Gambino ont été pris dans une vaste affaire de corruption qui touchait toute la ville de New York. Un sous-traitant corrompu, lié à la mafia, avait soudoyé les employés de plusieurs entreprises en échange de salaires plus élevés et de plus de travail. La mafia a réussi à détourner des centaines de milliers de dollars de projets de développement dans toute la ville avant d'être découverte. En infiltrant des secteurs légaux tels que la construction et le ramassage des ordures, les membres de la mafia peuvent prétendre avoir des revenus légitimes s'ils font l'objet d'une enquête. En effet, depuis la loi RICO, se faire prendre signifie la fin de carrière. Il est donc beaucoup plus sûr pour eux de faire profil bas et de se cacher derrière des écrans de fumée légaux. Mais si vous êtes un mafieux, cela ne garantit pas toujours votre sécurité. Frankie Boy Cali, était le grand patron de la mafia Gambino en 2019, mais il n'a pas survécu à l'année 2020. Un jour, alors qu'il se détendait dans sa maison de New York, un grand bruit a soudainement retenti à l'extérieur. Il est sorti pour voir ce qu'il se passait et il s'est rendu compte qu'une camionnette avait percuté sa Cadillac. Mais avant qu'il ait pu réagir, eh bien, je vous laisse imaginer la suite. Si Cali s'efforçait tant de faire profil bas, qui avait-il énervé au point de s'attirer de tels ennuis? Eh bien, il s'avère que ce n'était ni les forces de l'ordre, ni l'ordre d'un mafieux rival. Cali a été éliminé par un inconnu. Anthony Comello, 24 ans, a été arrêté et inculpé pour ce crime. Comello était obsédé par une théorie du complot farfelue et croyait que Cali faisait partie d'un ordre secret qui manipulait le gouvernement américain. Même si Cali avait pu aimer cette idée, il n'aurait certainement pas ce genre de pouvoir. C'est ainsi que le chef de la famille mafieuse, autrefois la plus puissante des États-Unis, a été éliminé par un fou solitaire, affaiblissant encore davantage une mafia américaine déjà fragilisée. Cependant, si la mafia américaine n'est plus que l'ombre d'elle-même, il en va tout autrement de l'autre côté de l'Atlantique, en Italie. La mafia italienne compte 3 organisations principales. La mafia sicilienne, la Camorra et la 'Ndrangheta. Cette dernière est peut-être l'organisation la plus puissante dont vous n'ayez jamais entendu parler. À quel point est-elle puissante? Eh bien, rien qu'en 2013, elle était la plus grande entreprise lucrative de toute l'Italie, avec plus de 53 milliards de dollars de chiffre d'affaires en une seule année. Incroyable, c'est presque 2 fois plus que McDonald's. Faites place aux hamburglars. Nous avons de nouveaux criminels en ville. Et ceux-ci sont un peu plus sophistiqués que leurs homologues américains. Pendant la pandémie de Covid-19, les entreprises italiennes ont été durement touchées et de nombreuses personnes ont eu du mal à joindre les deux bouts. Et devinez qui est venu à leur secours? Étonnamment, la mafia. Des mafieux ont été aperçus dans les rues de Palerme, dans le sud de l'Italie, distribuant de la nourriture et des prêts aux petites entreprises à tous ceux qui le souhaitaient. Comme c'est gentil. Non, la mafia n'offre rien gratuitement. Et lorsque les élections locales ont approché, Mr. Mafioso est revenu voir les personnes qu'il avait aidées pour leur demander de voter pour son candidat préféré. Du coup, ces petits prêts ont eu une influence considérable sur le résultat des élections. De plus, une fois que la mafia a donné de l'argent à une entreprise, elle commence progressivement à prendre le contrôle de cette dernière et à l'utiliser pour blanchir de l'argent sale. Et elle ne vise pas petit. Il existe des preuves convaincantes que la 'Ndrangheta est allée jusqu'à infiltrer le secteur de la santé en Italie. Le plan pandémique du gouvernement italien visait à vacciner le plus tôt possible les professionnels de santé. Mais les chiffres de la première vague des vaccinations sont étrangement élevés dans le sud, où la mafia a une emprise plus forte. Il est donc probable que la mafia ait contraint le personnel de santé à vacciner en premier lieu ses proches. Mais cela signifie que les vaccins ont été administrés à des avocats, des politiciens et des juges corrompus, au lieu d'être réservés aux personnes âgées et vulnérables, avec des conséquences tragiques pour ces dernières. Les mafieux italiens ne se contentent toutefois pas de voler les vaccins de tout le monde. Tout comme leur homologue américain, ils s'intéressent avant tout à l'argent des gens. Et pour cela, ils se sont inspirés de l'un des plus grands stratagèmes jamais mis en place par la mafia américaine. En effet, dans les années 80, Michael Upidon Francese, alors chef de l'une des 5 familles de New York, a orchestré une escroquerie extrêmement lucrative. Grâce à un réseau ingénieux de sociétés étrangères, il fournissait entre un tiers et la moitié de tout le gaz de la région métropolitaine de New York. Et il ne payait aucun impôt sur ses revenus.
On parle ici de la vente d'un demi-milliard de gallons de gaz chaque mois. À cause de cela, certains rapports affirmaient que Yupidon empochait la somme astronomique de 10 millions de dollars par semaine. Ouais, 20 ans plus tard, nous sommes de retour en Italie avec l'homme d'affaires italien Vito Nicastri, celui dont j'ai parlé au début. Nicastri a lui aussi amassé une fortune colossale dans le secteur de l'énergie, mais le gaz s'est dépassé. Nicastri s'est donc tourné vers les énergies renouvelables, et plus précisément vers les parcs éoliens. Les enquêteurs ont affirmé que Nicastri avait noué des relations avec des mafieux afin d'étendre son pouvoir et sa fortune. En peu de temps, il serait devenu si étroitement allié à eux que l'ensemble de son entreprise énergétique serait devenu une immense façade servant à blanchir de l'argent sale. Mais il a été découvert, emprisonné et ses actifs, d'une valeur stupéfiante de 1,3 milliard de dollars, ont été saisis. C'est une somme colossale, même pour un homme surnommé le Seigneur des Vents. Bien qu'aucun réseau vaste de liens avec la mafia n'ait pu être trouvé, il a été découvert que Nicastri avait un certain Matteo Messina Denaro dans son carnet d'adresses, qui se trouve être le plus grand patron de la mafia sicilienne. Difficile de s'en sortir avec ça. Denaro est en fuite depuis 1993, après avoir déclenché plusieurs explosions dans toute l'Italie. Et il figure en bonne place sur la liste des personnes les plus recherchées au monde. Il n'est donc pas surprenant qu'il ne se soit pas lancé dans les éoliennes pour le bien de l'environnement, comme Nicastri, c'était purement pour l'argent. En effet, la législation européenne impose aux 27 pays membres, dont l'Italie, de tirer 1/5 de leur consommation énergétique de sources renouvelables. Le gouvernement italien a donc commencé à distribuer des sommes colossales aux entreprises qui construisaient des parcs éoliens. Ces entreprises sont ainsi devenues un moyen efficace et peu coûteux pour la mafia de blanchir son argent. Et les bons moments continuent, ou tournent si vous préférez. Les autorités chargées de toutes les formalités juridiques avec ces entreprises sont plus laxistes que les pantalons de CE1 que ta mère te disait que tu allais finir par remplir. Ça signifie que la mafia a pu sévir relativement librement. Imaginez-vous un instant que vous êtes un mafieux. Il existe une nouvelle industrie très lucrative où personne ne surveille ce que vous faites et où le gouvernement vous paye pour y entrer? Bah oui, c'est une évidence. De plus, cette industrie ne peut que croître, avec des estimations la situant à près de 200 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui la rend encore plus attrayante pour la mafia. Bien que nous ne sachions pas exactement quelle part de cet argent revient à la mafia, plus de 92% de tous les parcs éoliens italiens sont construits autour des îles et dans les régions du sud, où la mafia est la plus présente. Vous pouvez donc parier que c'est énorme. Mais que se passe-t-il lorsque des rivaux légitimes installent des parcs éoliens sur des territoires de la mafia? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait l'entrepreneur local Salvatore Moncada. En 2007, les incendiaires ont mis le feu à des parcs éoliens, causant des dégâts estimés à 4 millions de dollars. Bon sang, la mafia était très certainement derrière cette attaque, et c'est peut-être bien le vieux Vito Nicastri qui a donné l'ordre. La mafia italienne a donc infiltré les industries dont vous et moi avons besoin au quotidien pour survivre. Mais le plus fou, c'est que cela s'étend même à la nourriture dans votre réfrigérateur. Et oui, la mafia a engrangé la somme astronomique de 22,4 milliards de dollars en 2018 rien qu'avec l'industrie alimentaire. Leur stratagème est si simple, mais tellement légal, qu'on se demande comment les autorités n'ont pas vu venir le coup. Tout ça grâce à la crise financière de 2008. Celle-ci a durement frappé l'économie italienne, et le gouvernement a commencé à louer des terres agricoles à des prix dérisoires afin de tenter de rembourser ses dettes. Avec seulement 40 000 dollars, vous pouviez acquérir près de 2500 terrains de football dans la campagne italienne. Et le problème avec ces prix criminels, c'est qu'ils attirent des criminels. Ainsi, après avoir acheté ces terres à bas prix, certains mafieux astucieux ont réalisé qu'ils pouvaient également réclamer jusqu'à 1 million de dollars de subventions agricoles au gouvernement une fois qu'ils en étaient propriétaires. C'est littéralement de l'argent gratuit. Bien sûr, ces subventions agricoles ne servent pas à améliorer les exploitations. En fait, les fermes situées sur des terres appartenant à la mafia sont souvent extrêmement dangereuses. En effet, les mafieux peuvent gagner plus de 20 milliards de dollars par an grâce à des contrats d'élimination des déchets, en enterrant simplement les produits chimiques toxiques sur leurs terres. Mais bien sûr, cela n'augure rien de bon pour les animaux qui pèsent sur ces mêmes terres. En 2008, les troupeaux de buffles de 66 fermes laitières ont dû être mis en quarantaine après la découverte de traces importantes de dioxine dans leur lait. La dioxine est un produit chimique lié à de nombreux problèmes de santé potentiellement mortels. Et ce scandale a entraîné une baisse des ventes de mozzarella de 50% dans toute l'Italie. Tous les regards se sont tournés vers la Camorra, la famille mafieuse qui avait pris le contrôle de l'industrie du traitement des déchets autour de Naples et transformé la région en décharge personnelle. Et les produits laitiers frelatés ne sont que la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt du cheeseberg.
La fraude alimentaire pollue depuis des années toutes sortes de produits alimentaires en base de l'Italie. Des membres de la mafia ont été surpris en train d'acheter de l'huile d'olive américaine bon marché et de la désodoriser avec des produits chimiques pour éliminer toute odeur aux saveurs inhabituelles. Ils la rebaptisent ensuite huile d'olive extra vierge italienne, plus chère, avant de l'expédier aux États-Unis pour la revendre. Heureusement, l'huile contrefaite a été découverte avant que leur plan soit mené à bien. Mais ce n'était qu'une tentative parmi d'autres, et l'huile d'olive est loin d'être le seul problème. Ils ont également tenté de revendre plus de 150 000 litres de vin rouge bon marché dans le cadre d'un stratagème similaire. En apposant une étiquette plus attrayante sur la bouteille, ils avaient l'intention de le faire passer pour la célèbre Brunello di Montalcino et auraient pu empocher un bénéfice total de 5 millions de dollars. Cependant, le vin a été découvert par la police en Toscane et la supercherie a été déjouée. Malheureusement, tous les complots de la mafia ne sont pas déjoués aussi rapidement. Et ils sont connus pour verser de l'acide citrique sur des fruits de mer pourris afin de masquer leur odeur rance pour les revendre. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Ils blanchissent également artificiellement du fromage bon marché avec, roulement de tambour, du détergent, afin qu'il passe pour de la mozzarella. Ouais, je crois que je vais vomir. Avec ou sans ananas, nous sommes tous d'accord pour dire que personne ne veut d'une pizza qui a un goût de savon. Quelle horreur! La mafia italienne n'hésite pas à mettre en danger la santé d'innocents pour gagner rapidement de l'argent. Elle n'hésite pas non plus à faire appel à d'autres mafias. En 2014, la 'Ndrangheta a été démantelée pour avoir comploté avec les Gambino et les cartels mexicains afin de tenter de faire passer des marchandises illégales à New York, en soudoyant des fonctionnaires portuaires avec plus d'1/4 de million de dollars pour qu'ils ferment les yeux. Ils espéraient faire rentrer plus de 1000 livres de marchandises dans la ville, cachées dans du poisson congelé. D'autres cargaisons ont été découvertes jusqu'en Malaisie et contenaient plus de 7 millions de dollars de produits légaux. En effet, plus près de chez eux, la 'Ndrangheta contrôle 80% des routes de contrebande de marchandises illégales vers l'Europe, ce qui signifie que presque rien n'entre ou ne sort sans qu'ils le sachent. Ces échanges européens constituent à eux seuls leur principale source de revenus, générant plus de 27 milliards de dollars chaque année. Donc oui, la mafia américaine est peut-être beaucoup moins puissante qu'autrefois, mais la mafia italienne est si bien implantée qu'il est difficile d'imaginer l'avenir de l'Italie sans elle. Pas plus tard qu'en 2019, la police a arrêté plus de 300 personnes soupçonnées d'appartenir à la 'Ndrangheta. Fait inquiétant, parmi elles figurait un maire, un responsable d'un parti politique et même un commandant de police. Mais toutes ces arrestations feront-elles vraiment une différence? Il ne s'agit pas de quelques brebis galeuses, mais d'une corruption généralisée qui touche toutes les sphères du pouvoir. Quand un type est arrêté, un autre surgit ailleurs. C'est comme un gigantesque jeu de mafia whack-a-mole. En parlant de taupe, je ferais mieux de me taire maintenant. On ne sait jamais qui pourrait écouter. Bon, je suis crevé. J'ai passé assez de temps sur ce sujet pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les activités louches de la mafia? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.